Bonjour à toutes et à tous. Jeudi 18 juin, avant-dernier jour de lignes ouvertes, avant la fin de la semaine. Demain, nous nous retrouvons avec un beau programme. Tiens, on vous en donnera quelques indices à la fin de l'émission. Mais pour toute cette heure que nous allons passer ensemble, nous accueillons un invité du jour, un nouvel invité du jour, c'est Alban Verbeek. Bonjour, monsieur Verbeek. Bonjour Sylvain, bonjour à toute l'équipe. Alors, vous êtes un homme branché, on peut dire ça comme ça? Carrément connecté. On vous l'a fait souvent? Bon. C'est pas la première. Allez, avec le petit tougoudougoudou. Voilà. Bon, voilà. Donc, vous êtes plus sérieusement le directeur régional pour la Normandie de EDF et vous êtes également, c'est un mandat qui vous est cher, président de la filière économique territoriale Normandie Énergie qui regroupe à peu près 250 entreprises. 250 entreprises. Et c'est important parce que nous sommes une terre d'énergie en Normandie. Effectivement, une terre d'énergie. Alors, on va voir ça ensemble. Nous serons également avec cette chanteuse des années 80, Sabine Paturel. Vous vous souvenez, elle faisait des bêtises. Des années 2020 aussi. Mais elle revient, enfin on la voit Elle dans a les toujours grandes été tournées. là, en fait. Elle a la cote, on la voit dans les tournées Revival. Et elle sera avec nous tout à l'heure, elle nous parlera de son nouveau titre. On va parler de cidre, c'est important le cidre en Normandie. On sera en direct de la maison cidricole de Normandie. Et également, on ira chez un exploitant agricole qui fait du cidre. Et puis Natacha Polony, la rédactrice en chef du magazine Marianne, également nous parlera de ce qu'elle a retenu cette semaine et de ce qu'on peut trouver dès demain, sortie du magazine Hebdo dans Marianne. Voilà. Et puis d'autres choses encore. Tout de suite, un petit coucou aussi de tout le monde autour du plateau à Gilles et à Dolores, puisque ce sont les premiers à nous dire bonjour. Et bien sûr, en plateau, les inoxydables, les indéboulonnables journalistes de Paris-Normandie, Thomas Dubois Bonjour Sylvain. et Anthony Quindroy. Bonjour. C'est important que je vous qualifie d'indéboulonnable par les temps qui courent. Voilà. Eh bien, tant mieux, c'est formidable en ce moment d'être indéboulonnable. L'actualité, bien sûr, on pourrait vous parler de l'appel du 18 juin, c'est très important, mais tous les médias s'en chargent. Et écoutez, nous, on a eu envie de commencer par ce petit cocorico pour la Normandie. Ben oui, Top Chef hier soir sur M6, c'est lui, David Gallienne, le chef du Jardin des Plumes à Giverny. Ça vous fait plaisir, Alban Verbeek? Bah écoutez, il fait une très bonne cuisine, mais j'ai pas eu l'occasion d'en goûter, donc Donc il paraît que... il faut que... Alors, on a quelques petites images, je crois, à vous passer. Voilà, il est allé jusqu'au bout et c'était hier soir, je crois, ces images. Là, on le voit, là, David Gallienne, lorsqu'il, hier soir, il prend connaissance de la victoire, de sa victoire contre son concurrent, qui était un chef très, très créatif. Ouais, sur des images de David Goudet, je suppose, qui était sur place avec lui, qui a beaucoup suivi évidemment cet événement télévisuel pour le restaurant. Bon, a priori, comme je dis depuis le début, j'ai pas du tout suivi. Je crois que vous non plus, Alban Verbeek, vous n'êtes pas un fin connaisseur, mais Thomas lui a suivi tous les épisodes de Top Chef. Non, je l'ai pas suivi, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il n'était pas au courant qu'il avait gagné, c'est ça. Mais non, ils le savent pas avant. D'accord. Vraisemblablement, dans la dernière émission, ça se fait en aveugle ou je sais pas quoi. Et il est installé à quel endroit du coup pour, Alors, à Giverny. À Giverny. À Giverny, au restaurant Le Jardin des Plumes. Il a d'ailleurs, pendant toute cette période de confinement, développé des plats en click and collect, comme on dit, c'est-à-dire qu'on pouvait récupérer les plats et les consommer chez soi. Et lorsqu'il est passé sur notre plateau, il y a quelques semaines de cela, on l'avait en direct, on était, je crois, au quart de finale, il nous a dit que finalement, à partir du déconfinement, il faudrait un certain nombre de mois d'attente avant d'avoir une table, parce que le calendrier était plein à craquer. Ah mince alors. Et alors donc sa victoire lui rapporte 56 410 €. C'est étonnant comme chèque. Ben oui, c'est bizarre. Dans l'émission, on a vu le chèque grandeur nature. Donc, alors, si David Gallienne, qui est un chef talentueux, créatif, mais aussi un garçon très sympathique, eh bien, vous l'aimez, vous le retrouverez dès demain en direct sur notre plateau, puisqu'il sera avec nous, David. Alors, revenons à l'invité du jour, avant de passer après aux autres sujets qui vont s'enchaîner. Alban Verbeek, vous êtes donc, on l'a dit, le directeur régional EDF Normandie. Dites-nous en quelques mots très simples, en quoi consiste votre job et qu'est-ce que représente EDF Normandie? Écoutez, le job est assez simple, c'est de défendre les intérêts du groupe en premier lieu, à la fois bien sûr le business au quotidien, mais aussi les gros investissements, puisque EDF, on ne le sait pas, a beaucoup d'implantations en Normandie et c'est la région au monde où EDF investit le plus.
Donc, en Vous gros, avez bien dit au monde. au monde. Pourquoi? Pas en Ça se France. fait Pourquoi? Comment Et ça se 1 fait? combien? million. Donc en moyenne, c'est 1 milliard d'investissements par an depuis les 15 dernières années. Alors vous allez me dire, bien sûr, il y a le PR qui dure, mais on en voit bientôt la fin. Vous avez les parcs éoliens offshore, je pense qu'on aura On va l'occasion en reparler. d'en Oui, parler. bien sûr. Et puis bien sûr, vous avez l'ensemble des centrales nucléaires où on fait de la maintenance considérable dessus pour qu'elles soient toujours au top et disponibles. Donc c'est à peu près en moyenne 1 milliard d'investissements chaque année et 1 milliard de dépenses qui fait pratiquement le budget de la région. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Puis ensuite, c'est la coordination de l'ensemble du groupe avec les directeurs sur l'ensemble des enjeux. Et puis il y a les relations externes, c'est-à-dire quand on fait une implantation comme un parc éolien offshore, eh ben forcément, il faut pouvoir expliquer, donner du sens et défendre les enjeux. Voilà, on a 1 heure pour parler EDF avec Alban Verbeek, sachant qu'on a avec nous, Alban Verbeek, bien sûr, tous les habitués du site web Paris-Normandie, de la page Facebook Paris-Normandie. Également, vous êtes écoutés en radio, puisque chaque jour, eh bien, nous sommes codiffusés sur Radio Sensation. Nous saluons d'ailleurs les auditeurs de Radio Sensation, et en partenariat également avec Radio Horizon. Voilà, c'est du multimédia en quelque sorte. Oui, et puis on aura tout à l'heure Julien de Radio Horizon qui viendra avec les questions de ses auditeurs. Absolument. Sylvain, ouais, on parle beaucoup de perspectives économiques moroses en ce moment. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter hier avec un représentant de Pôle emploi qui nous disait que l'énergie, justement, ce qui vous concerne directement, était un secteur qui allait recruter. Justement, vous faites partie peut-être des secteurs économiques qui vont permettre aujourd'hui cette relance. Oui, oui. Enfin, ce qui est important justement, c'est de regarder l'avenir et les opportunités. Dans le domaine de l'énergie, on n'a pas parlé des parcs éoliens offshore, mais on embauche chaque année entre 200 et 300, voire 400 personnes. Ça dépend des besoins. Mais cette année, jusqu'à la fin de l'année, on va embaucher 200 personnes. Et il reste encore une 50aine d'emplois à pourvoir dans toutes les catégories avant la fin de l'année. Donc, je passe une annonce. Alors, plutôt dans le domaine, pas Top Chef, là, mais plutôt dans le domaine de l'énergie. Top électricien. Voilà, c'est plutôt mieux. Vous recrutez également des personnes qui n'ont pas de formation et que vous pouvez former Alors, on a bien sûr des relations très fortes avec l'ensemble de l'éducation nationale, où on fait un partenariat. D'ailleurs, je tiens à le citer. Donc on met en place ce qu'on appelle aujourd'hui avec la rectrice d'académie le campus d'excellence d'énergie. C'est le seul en France pour un budget de 23 millions d'euros qui va permettre de développer des chantiers écoles, entre autres, et donc de pouvoir accueillir des jeunes en formation, tels que l'école de la soudure qu'on est en train de développer au Havre, ou l'école de la logistique pour le nucléaire qui est à Dieppe, qui finalement permet de former des jeunes qui n'ont pas de diplôme à la base, qui sortent avec un bac ou un bac +2 et qui sont embauchés avant d'avoir fini leur diplôme. C'est ça qui est intéressant dans ce type de formation. Comment EDF a traversé cette période récente ces derniers temps? Est-ce que justement les besoins étaient particulièrement plus importants que d'habitude? Et qu'est-ce que ça a pu avoir comme conséquence sur l'activité de vos agents? Écoutez, l'énergie, vous le savez, c'est une énergie indispensable au quotidien. Donc, dès le premier jour de la crise du Covid, vous avez appuyé sur l'interrupteur et ça fonctionnait. Ça veut dire que l'ensemble des collaborateurs du groupe EDF en Normandie, mais ailleurs, étaient présents à leur poste de travail et l'ont été dans la continuité, avec bien sûr les protections nécessaires, mais dans tous les moyens de production, que ce soit hydraulique, thermique au Havre ou dans les centrales nucléaires, ils étaient à leur poste, et bien sûr dans les réseaux de distribution. On imagine que par exemple sur les centrales nucléaires, qui sont quand même des endroits très sensibles et stratégiques, la question à un moment que le virus puisse y entrer a dû être pris très au sérieux. Forcément, comment ça s'est passé justement? Alors il y a toute une organisation qui est mise en place. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'abord d'expliquer les conséquences d'avoir une vie la plus saine possible, c'est-à-dire que pas sortir trop à l'extérieur, parce que si jamais vous rentrez en salle de commande et que vous avez une fête à la maison avec plein d'amis, forcément ça peut avoir des contraintes pour des collègues. Donc il y a toute une pédagogie. Ensuite, on est passé plutôt à des équipes restreintes. On a multiplié le nombre de roulements avec les mêmes équipes pour avoir des équipes qui sont restées un peu au vert. Et finalement, ça s'est très très bien passé avec des systèmes de protection. Mais bon, vous savez, dans le nucléaire, on est très habitué à se protéger puisque c'est une énergie quand même assez complexe. Donc les gestes barrières, on connaît. Combien de cas vous avez eu de Covid sur vos équipes? Écoutez, au tout début, on a eu quelques cas plutôt vers Flamanville, mais qui ont été circonscrits et après plus du tout.
c'est le moment de se donner un peu plus d'énergie encore. Vous Bien. nous en apportez au quotidien, Alban Verbeek, de l'énergie. Pendant que nous échangions, eh bien, nos amis qui nous suivent nous posent des questions perso d'ailleurs sur leur relation à EDF, les tarifs, les factures, etc. Vous n'y échappez pas, Alban Verbeek. Quand vous venez, on parle forcément aussi de ça. Bah, c'est aussi la préoccupation au quotidien, bien sûr. Mais là, je disais qu'on se donnait un peu plus d'énergie, Thomas. Encore. Oui. On va se souvenir. Ouais, je vais dire un gros mot, je sais que vous détestez ça, mais Putain de monde, c'est le nouveau titre de Sabine Paturel. Redites-le-moi. Putain de monde, et je crois que même il y a le refrain c'est putain de monde dégénéré. Alors Sabine Paturel, elle est en colère, je crois, en ce moment. Peut-être depuis longtemps même. Elle n'a pas l'air en colère. Bonjour Sabine Paturel. Et pour l'instant, elle sourit. Bonjour. Merci, Bon, alors, bonjour. On est très vous heureux avez de vous vu, retrouver. on a réussi à faire un lancement pour vous accueillir en évitant de parler des bêtises des années 80. Faut quand même le faire. hein. Et boum, c'est loupé. Là, c'est raté. Hein, Et là, c'est raté. Ouais, je précise quand même qu'à titre perso, mais je crois comme beaucoup de monde, cette chanson Les Bêtises, elle a beaucoup marqué mon enfance avec le 45 tours qui Ah, passait. mais faut en jamais boucle. dire ça, Thomas. Ah Faut là jamais là dire là ça. là Oh là. là là, l'erreur. Oh là là, Je suis la très jeune encore. catastrophe. Catastrophe. Mais on le sait, on le sait, on le sait. On le sait. Et elle continue de le marquer d'ailleurs. Dites-nous alors, vous êtes en colère en ce moment, c'est ça? Non, pas exagéré. J'ai écrit une chanson, j'étais un tout petit peu énervée quand je l'ai écrite, c'est vrai. Ça se sent. Mais c'était pas spécialement à cause de ce qu'on vit précisément aujourd'hui, c'est ce qu'on vit depuis déjà quelques temps, hein, du monde en général, et je me suis un peu lâchée, quoi. Je suis restée dans l'humour noir parce que un sujet comme ça qui est un peu dur, si on met pas un peu d'humour, bah ça va pas du tout. Elle a été- Donc voilà, je suis restée quand même dans l'humour noir, mais je lâche quelques vérités. Bien senti. Des vérités Ouais, bien senties. ouais. Oui. Alors, on a avec nous Sabine Paturel, le patron d'EDF en Normandie, donc il vous regarde avec grand plaisir, manifestement. Moi, je préférais les petits bouchons, mais bon, Ah bon. chacun son truc. hein. Ah, bah, je En crois plus, que- on est de la même génération, donc c'est un grand honneur pour moi. Alors, n'hésitez pas, Alban Verbeek, aussi à participer, à questionner Sabine Paturel. Juste avant de repasser la parole à Thomas Dubois, on a Morgane qui nous suit, Sabine, et qui nous dit un grand coucou à Sabine, on l'adore. C'est toujours bon à prendre. Ah, bah, c'est toujours gentil, hein, ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà. Elle a été écrite quand cette chanson? C'était avant le confinement? Je crois que le clip a été Elle a tourné été pendant, écrite mais D'accord. avant le confinement. Je l'ai écrite. En fait, j'ai eu une chance inouïe. J'ai deux amis qui m'ont dit bah, on a un studio, on t'aime et on veut faire de la musique et on t'offre un disque. Voilà. Donc j'ai écrit cette chanson grâce à c'est Lever Studio et c'est James Legendre et Hubert Montoya et j'ai écrit cette chanson grâce à eux. Et ça a été mais vraiment un cri du cœur. Il faut bien dire ce qui est. Parce que j'en avais un peu marre et puis j'avais envie d'écrire et puis je me suis éclatée à l'écrire. Je m'éclate à la chanter, voilà quoi. de quoi vous avez marre à ce point? Parce que c'est un monde difficile, dur. Je trouve que la culture, ça va pas trop fort. Je trouve que la planète, ça va pas trop fort. Je trouve que, comment dire, la misère, c'est tout le monde s'en fout. Enfin, quand je dis tout le monde, évidemment, c'est les grands de ce monde, parce que moi, je m'en fous pas trop. Mais, et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup l'impression qu'aujourd'hui, il faut surtout la fermer. Et moi, c'est pas trop mon truc. Donc, voilà, quoi, j'ai un peu lâché le morceau, quoi. Et ça n'est pas votre truc peut-être aujourd'hui, mais à l'époque de cette grande notoriété que vous avez connue, est-ce que vous aviez tendance à l'ouvrir aussi, ou bien est-ce que vous rentriez Ah oui. dans le système? Je l'ai toujours ouvert. Ça ne vous a peut-être pas aidé, ça ne vous a peut-être pas toujours aidé. Si, ça m'a énormément aidé. Oui. Moi, j'ai fait 15 ans de théâtre, j'ai eu un Molière, j'ai jamais eu de traversée du désert. J'ai vécu de ce métier complètement. Je suis revenue à la chanson il y a quelques années, grâce à une pièce de théâtre dans laquelle il y avait 10 chansons. La nomination au Molière m'a ouvert les portes de façon phénoménale. Donc non, moi, je crois que d'être authentique et soi-même, ça aide plus que ça ne... Enfin, je crois pas que ce soit bien de faire semblant, quoi. Voilà, moi j'y arrive pas en tout cas. Est-ce que ce nouveau titre, c'est annonciateur d'un nouvel album? Ah bah, s'il fonctionne, oui. Il y aura un EP derrière, oui. Il y a déjà d'autres titres qui sont dans les tuyaux? Il y a déjà d'autres titres, oui, entre autres 2 ou 3 sur l'orchestre symphonique.
Et une chanson alors, qui concerne directement les femmes battues, parce que ça, c'est un problème qui me tient à cœur et c'est un engagement de ma part. Mais pour l'instant, c'est putain de monde quand même. Hein. Bon, alors justement, Sabine, on a pas mal de messages, hein, je ne vais pas tous vous les donner, mais énormément de messages de sympathie qui vous concernent. Donc peut-être le moment de regarder quelques images et un peu de son. Si ça part maintenant, ça va partir très vite et le son va arriver. Avec un livre, t'égraves la gueule. Tu te demandes c'est quoi ce truc de naze? C'est où la prise pour le brancher? Hey, toi, regarde, on t'assassine, on ne sait plus que compter. Le fric, le fric, le fric. Putain de monde dégénéré. De ce pour donner envie, quelques questions, Sabine, de toutes celles et ceux qui nous suivent. On nous demande, question qu'on vous a certainement beaucoup posée, mais allez, je rends hommage à tous ceux qui nous suivent et je leur fais plaisir en posant la question. Comment vit-on la célébrité à 20 ans quand elle vous est tombée dessus, comme ça, brutalement? Moi, je ne l'ai pas très bien vécu, mais parce que je me suis enfermée chez moi. Je ne pouvais plus trop sortir de chez moi et du coup, je n'ai pas vécu ça comme un truc formidable, quoi. J'étais très contente, évidemment, que ça fonctionne. Hein. J'étais très contente que ça marche. Mais comme en plus, j'avais un producteur qui va très sympathique, voilà, tout ça a été un peu compliqué. C'est pour ça que je suis partie au théâtre très, très vite. Et aujourd'hui, j'en ai un d'extraordinaire de producteur qui s'appelle Olivier Stéphane et c'est une crème et ça me change la vie. Et là, franchement, je vous avoue que je suis très, très heureuse, beaucoup plus que je ne l'étais à 20 ans. Alors là, ce sont les questions, hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ce sont les questions des auditeurs de Radio Horizon, puisque, encore une fois, on est codiffusé sur plusieurs médias pour cette émission en direct. La deuxième question des auditeurs de Radio Horizon, c'est celle-ci. Donc, vous êtes monté sur les planches avec succès, on en a parlé. On nous demande si vous avez eu l'occasion de former des jeunes comédiens ou d'en entraîner. Oui, j'ai donné des cours de théâtre pendant des années. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Et puis, il y a un jour où j'ai craqué parce que je trouvais que les jeunes que j'avais en face se rendaient pas compte à quel point il fallait travailler déjà. Et puis, un minimum de culture. Ouais. Et une fois, j'ai demandé, je faisais travailler le Père Noël est une ordure. On peut pas dire que ce soit du Shakespeare, hein. Et j'ai dit au mec, t'as vu, Anémone, elle est formidable. À quoi il me répond, mais c'est qui Anémone? Bon, déjà, ça commençait mal. Et je lui dis, mais comment ça, tu connais pas Anémone? Déjà, elle est dans le Père Noël est une ordure. En plus, c'est comme si tu me disais, je connais pas Isabelle Huppert. Ouais. À quoi il me répond, c'est qui Isabelle Huppert? Et là, c'est qui, du coup? C'est qui, Sandrine Paturel? Et là, j'ai craqué. Et j'ai dit, je pense que je vais arrêter les cours parce que là, j'ai plus le courage. C'est une espèce de mur, quoi. Je me heurtais à des difficultés telles que je ne me rendais pas compte qu'il fallait vraiment travailler pour faire du théâtre, que c'était pas en claquant les doigts, quoi. Alors, dernière question des auditeurs de Radio Horizon, Sabine Paturel. Qu'est-ce qui vous épanouit le plus entre la chanson et le théâtre? Actuellement, c'est la chanson, mais ça a été le théâtre pendant 15 ans. Donc, c'est très difficile de dire ce que je préfère, en fait. Par rapport à ce que vous expliquez, et puis par rapport aussi à la chanson, est-ce que vous êtes dans la team C'était mieux avant? Ah, pas du tout. Vous êtes, quand même optimiste sur l'avenir? Ah oui, enfin sur le présent surtout. Sur le présent. Moi, je suis pas du tout passéiste, pas nostalgique. Je regrette pas du tout ces années. Je suis très bien dans cette époque. Encore une fois, je suis beaucoup plus épanouie que je ne l'étais à 20 ans. Et franchement, non, je suis pas du tout passéiste. Hein. Je regrette pas du tout. Du tout. Je suis bien dans le présent, là, moi. Et pour l'avenir, justement, la question, c'est est-ce qu'on va vous revoir sur scène? Ben ça dépend un peu de ce qu'on propose. Hein. Pour l'instant, je m'éclate dans la chanson, donc j'ai pas trop envie d'en sortir, parce que le théâtre, évidemment, c'est tous les soirs, donc on peut pas faire des concerts et du théâtre. Maintenant, si on propose un truc absolument... Et des musiciens, mais si on propose un truc absolument formidable au théâtre, pourquoi pas? Je connais un guitariste, hein, si vous voulez. Dernière question, ou peut-être commentaire de la part de notre invité du jour, Alban Verbeek, le patron d'EDF Normandie. Non, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les valeurs que vous véhiculez sont assez semblables à celles du groupe EDF, puisque vous voulez vous occuper des gens qui sont en difficulté. Et donc, la Fondation EDF a versé 2 millions d'euros pour les gens qui sont en précarité ces derniers mois pour aider vis-à-vis du Covid. Et
Donc finalement, on a une Ah, démarche ça, un peu c'est commune. super. Voilà. Ouais, Ça, puis- c'est super. Moi, je suis très, très branchée sur les femmes battues. Donc, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Femmes qu'on assassine, qui sortira probablement derrière Putain de Monde. Et je veux que les bénéfices soient reversés à la Fondation des femmes. D'accord. on vous rappellera pour en parler si vous êtes d'accord. Voilà. On vous retrouvera Absolument. et peut-être même pour une petite version a cappella à ce moment-là. Moi, je voulais juste vous dire, avant de rendre l'antenne à Sylvain, que votre chanson Les Bêtises, elle ne concerne pas que les personnes des années 80, elle est encore totalement d'actualité parce que j'en parlais avant l'émission, ma fille qui a 2 ans et demi chante déjà Les Bêtises. Donc voilà, ça reste intemporel. Oui, c'est hallucinant d'ailleurs quand je la chante. Devant moi, j'ai des gens qui ont 12 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans, aussi bien que 40, 50 ou 60. Donc c'est vraiment intergénérationnel et ça n'a pas changé. Oui, c'est effectivement. Merci beaucoup Sabine Paturel, on a passé un bon moment avec vous et puis je suis convaincu qu'on a fait un grand plaisir à notre invité du jour, Alban Verbeek. Merci. puis à nous aussi. Et bravo. Mais Voilà. Très gentil. Ça Merci fait très beaucoup. plaisir à moi aussi. Au revoir, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Peut-être que Anthony pourrait nous chanter un petit extrait des Chanter les bêtises. bêtises, parce qu'il Anthony il la chante à sa fille. Ah bah avec vous alors. Moi, je préfère les petits bouchons. Des bêtises, J'ai quand tout t'es pas mangé là. le chocolat. J'ai J'ai tout fumé les craven. Ça part bien. Et comme t'étais toujours pas là, Ah ouais, j'ai la tout chante vidé vraiment. le Bravo, rhum bravo, oui. Non, mais il Voilà. faut Il y a une Ah, carrière. il y a pas un trop talent. insister pour le lancer. En ouais, 3 mois je avec sais. un bon agent, on monte une tournée. Il y a un talent en puissance. Comme nous sommes jeudi, Alban Verbeek, eh bien, logiquement, demain, c'est vendredi. Et le vendredi, c'est le jour de sortie de l'hebdomadaire Marianne. Ben voilà, il n'en fallait pas plus pour échanger quelques moments avec sa rédactrice en chef que l'on a de temps en temps avec nous dans Lignes ouvertes en direct, Natacha Polony. La connexion est en train de s'établir. Est-ce que vous lisez beaucoup la presse quotidienne, Alban Verbeek, ou la presse hebdo? Les news Plutôt magazines Paris-Normandie. Oui. Voilà. Sinon, vous lisez des news magazines des C'est hebdomadaires pas obligé. Ouais, je fais beaucoup de revues techniques sur les éoliens, le nucléaire et pas trop la presse magazine, c'est vrai. Il Alors, faut que je travaille la question. Alors, puisque vous êtes avec nous jusqu'à 13h, si vous venez de nous retrouver, eh bien, notre invité de jour, le directeur régional Normandie d'EDF, est avec nous. Jusqu'à 13h, on va lui parler tout à l'heure, évidemment, bien sûr, de l'énergie éolienne, de la force du vent et de la manière dont ça s'organise sur la côte, au large de la côte d'Albâtre, hein, Quel- en particulier. Quelle est votre relation peut-être par rapport à la presse justement, EDF, la presse? Des fois, ça peut être, on sait très bien qu'entre les services communication et les journalistes, des fois, c'est compliqué. Quand il faut parler d'un sujet difficile comme Flamanville, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'EPR. Quelle est votre relation? Vous en méfiez de la presse? Bah, de toute façon, on est plutôt une entreprise discrète, hein. On est une entreprise citoyenne qui produit de l'énergie, mais on communique très peu finalement. Et quand on nous pose des questions, par contre, on est apte à répondre avec un grand plaisir. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont un peu plus complexes que d'autres, parce que quand on parle du nucléaire, bah, vous avez travaillé à Panly, vous me l'avez dit tout à l'heure. Quand vous êtes dans un environnement très proche de 30 km, bah, les gens ils comprennent le nucléaire et c'est facile d'en parler. Et plus vous vous en éloignez, et plus c'est quelque chose d'assez imperceptible. C'est un Voilà. univers assez opaque et Voilà. du coup qui aussi engendre forcément un peu parfois de Je fantasme, ne dirais pas peut-être, qu'il est ou de opaque, méfiance, il hein. est très transparent, Ouais. mais il est complexe. Ouais. Voilà. Et puis il est inquiétant. Enfin, quand on parle de Flamanville, on pense forcément aux problèmes de construction, etc. Comment rassurer les gens autour de ça, si tant est qu'il faille les rassurer? Bah écoutez, en tant qu'ancien directeur de centrale nucléaire, forcément, j'ai grandi, j'ai même piloté des réacteurs, donc j'ai une confiance totale. Mais quand je vous dis ça, je vous rassure pas. Non, c'est vrai. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de mesurer sur l'ensemble des réacteurs français qui sont installés le nombre d'événements qui ont été réalisés, c'est-à-dire aucun, notable en tout cas. Et puis vous savez, la priorité d'un salarié à EDF, que ce soit un prestataire ou statutaire, c'est d'abord la sûreté. Il n'y a pas une activité qui est réalisée sans penser à la sûreté au quotidien. Et quand vous avez entre 1000 et 2000 personnes qui rentrent et qui sortent tous les jours, je peux vous rassurer que si jamais il y avait le moindre doute sur la qualité de fabrication ou de réalisation, eh ben, ça sortirait. Un de nos spectateurs, Alban Verbeek, nous demande si EDF, en quelque sorte et d'une certaine manière, ne craindrait pas un peu la sortie du nucléaire pour le business, disons-le tout net. Écoutez, c'est une question finalement très technique qui me pose et ça me prendrait beaucoup Ça de nécessiterait temps. 3 heures de Voilà, beaucoup de développement. temps pour expliquer, mais Non, mais ce qu'il faut juste comprendre, je vais être très simpliste, ce qui est important, c'est de comprendre que pour produire de l'énergie massivement, il faut des moyens massifs, donc ça peut être soit du pétrole, soit du gaz, soit du charbon ou soit du nucléaire.
la France a choisi d'avoir une énergie décarbonée et qui maintenant va pouvoir être accompagnée par des énergies renouvelables que sont le solaire et l'éolien. Après, il faut bien comprendre qu'il faut énormément d'éoliennes ou de panneaux solaires pour remplacer une centrale. Et là, il me faut 2-3 heures pour expliquer tout ça. Mais je pense que c'est un bon mariage des deux parce que les deux sont décarbonés. Et nous avons la chance d'être le pays en Europe le plus décarboné. Donc on est plutôt assez exemplaire de ce point de vue-là. Puisque c'est ça, Sabine en parlait tout à l'heure, ce qui est important, c'est de sauver la planète, c'est d'avoir une capacité à produire de l'énergie, parce que l'énergie, on en a besoin. Juste à titre d'exemple, si je faisais une petite analogie, Sylvain, si vous pédaliez toute une journée sur un vélo pendant 365 jours, vous développeriez l'équivalent, et pourtant c'est vos jambes, ce ne sont pas vos bras, l'équivalent de 30 litres d'essence. Et pourtant, il pédale vite. Mais pas plus. Et je ne vous raconte pas pour un réacteur nucléaire, il faudrait beaucoup de Sylvain. En l'occurrence, sur le nucléaire, il y a aussi la question des déchets qui se pose. Qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets aujourd'hui je crois que finalement, c'est une émission sur le nucléaire. Non, on peut. Non, mais les déchets, forcément, c'est une question très, très importante. Alors, je peux vous expliquer, bien sûr, les relations qu'on avait à Corano, puisqu'il est en Normandie. Il faut juste bien comprendre que c'est certainement l'une des seules productions d'énergie où on stocke finalement les déchets, le nucléaire. On les stocke, d'accord, mais ensuite... Et ça veut dire qu'on est capable de les gérer, alors qu'il y a bien d'autres énergies où on ne stocke pas et on ne gère pas les déchets. Et bien sûr, le problématique des déchets nucléaires, ramener à l'énergie produite, c'est sur des siècles et des siècles, et c'est un vrai sujet citoyen sur lequel il y a bien sûr bien des débats, mais il y a des solutions. Bon, non, à l'occasion de... Oui. Je ne voudrais pas parler trop longtemps. Non, bien sûr. Je serai intarissable. Je vais tout vous dire, on a quelques petits problèmes de connexion avec Natacha Polony. La régie est en train de traiter ça. On en profite justement sur les déchets nucléaires. On en profite justement pour vous poser quelques questions que j'avais stockées, qui nous avaient été posées tout à l'heure. Pas sur Marianne, parce que je serai en difficulté. Non. On nous demande si chez EDF, il existe des aides pour des personnes en situation de difficulté, de grande difficulté, de précarité ou de handicap. Oui, alors tout à l'heure, j'en parlais, on a débloqué 2 millions d'euros pour l'ensemble des gens qui sont en précarité, en difficulté pendant le Covid, mais en règle générale, on est là aussi en soutien avec des chèques énergie qui sont disponibles. Et donc, on a des bureaux, des numéros de téléphone disponibles pour pouvoir aider soit sur la précarité énergétique, soit sur l'efficacité énergétique pour aider ces gens. Et ces derniers temps, donc à la fois pour les entreprises, et je vais faire vite puisque je vois que ces derniers temps, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a été capable de payer nos fournisseurs beaucoup plus rapidement, liés au Covid, en l'espace d'un mois, alors que la contractualisation, c'est plutôt 2 mois. Et derrière, on a aidé tous les gens qui avaient des factures d'électricité en difficulté. On les a décalés de 6 à 12 mois. Voilà, c'est important d'être une entreprise citoyenne avec... Très bien. Je vous fais un petit compliment que je restitue, qui nous vient d'un de nos viewers et qui nous dit Alban Verbeek, que vous recevez, a l'air d'un patron très accessible. Merci. C'est important peut-être l'image qu'on donne aussi en tant que dirigeant. Vous savez, aujourd'hui dans nos entreprises, ce qui est important, c'est d'avoir un travail collectif. Et le mode de management très directif, je pense qu'il a fait ses preuves, mais il est un peu dépassé. Donc c'est d'être d'abord à l'écoute et d'avoir un travail participatif important. Et Natacha Polony est avec nous. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors que faisiez-vous avec votre caméra? Vous n'appuyiez pas sur le bon bouton? Non, c'est pas ça, c'est que la technique c'est toujours très très compliqué, donc en gros l'iPad ne marchait pas, enfin voilà, c'est un enfer. Il a fallu dominer la technique. Exactement. Alors, on va parler bien sûr du sommaire de Marianne demain. Moi, je voulais vous lancer sur la question suivante. On était confinés jusqu'à une date récente qu'on connaît tous. On pouvait s'imaginer que ce début de déconfinement allait provoquer une espèce de nouvelle joie. On parlait beaucoup de solidarité, on parlait beaucoup de retrouver les restaurants, les terrasses. Bon, on le fait pour certains d'entre nous. Est-ce qu'on s'imaginait que finalement, ça redeviendrait aussi dur, aussi difficile et presque aussi violent, aussi rapidement? De toute façon, c'est vrai que le confinement a été brutal. Il y a eu un bouleversement qui nous a semblé immense. Donc, il y a eu un enthousiasme, l'idée que le monde d'après ne serait pas comme le monde d'avant. Il y a souvent ce réflexe, cette idée de croire que tout va changer parce que les événements sont arrivés. Et puis, en fait, non. Rien ne change. C'est-à-dire que le système, les mécanismes qui sont en route
ne se change pas par magie. Donc, il y a des décisions politiques à prendre si on veut réellement tenir compte de ce qu'on a pu apprendre pendant ce confinement. Et là, ce qu'on va voir arriver, c'est une crise économique extrêmement violente. La question est de savoir si on va avoir les actions suffisantes pour que l'État puisse réorienter dans un sens que les Français attendent. Mais de fait, c'est brutal. De fait, il va y avoir des gens sur le carreau, il va y avoir des difficultés. Le déconfinement, ce n'est pas juste de ressortir de chez soi et d'aller en terrasse, non. Mais dans tout ça, est-ce qu'il y a quand même est-ce que vous voyez quand même des choses qui permettent de voir le tableau un peu moins noir? Parce qu'effectivement, on s'attend à une crise financière et économique assez violente, mais est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion d'impulser quelque chose de neuf? Je vois toujours les choses. Disons que j'estime que la question n'est pas d'être pessimiste ou optimiste, de voir les choses en noir ou de voir les choses en rose. La question est celle du volontarisme, de l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire pour changer les choses. Parce qu'en effet, si on se contente de les regarder en se disant « Oh là là, ça va être tout noir » ou « Oh, c'est merveilleux, ça va être rose », on ne change rien. Donc, il y a des actions à mener, il y a des plans à mettre en place pour que pour que ce ne soit pas toujours les petits qui payent, les petits entrepreneurs, les petits artisans. Donc le plan de relance doit être massif. Il y aurait des solutions plus vastes, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, plutôt que de faire de la dette, mettre en place une création monétaire par la Banque de France sous l'égide de la BCE serait parfaitement possible et serait intéressante parce que la question est de savoir est-ce qu'on fait peser la dette sur les générations futures ou est-ce qu'on décide de faire de la création monétaire, donc un peu d'inflation, et donc d'absorber cette dette, certes sur le dos des épargnants, mais au profit de ceux qui travaillent aujourd'hui, au profit des petits patrons, au profit des salariés de toutes les petites boîtes. C'est ça l'arbitrage qu'il faut mettre en place. Ça a l'air lointain, en fait ça a une conséquence extrêmement concrète sur la vie des gens. Alors on est, Natacha, je ne sais pas si vous nous avez suivis depuis le début ou pas, mais on est aujourd'hui avec l'invité fil rouge plateau du jour, qui est Alban Verbeek, qui est le patron, directeur régional Normandie de EDF. Vous n'imaginiez pas que vous seriez face à face avec Natacha Polony en venant sur le plateau, mais voilà, c'est un fait. Qu'est-ce que provoque peut-être les premiers mots de Natacha en vous? Ça résonne énormément puisque je suis aussi président de la filière Normandie Énergie qui regroupe 250 entreprises et des petites entreprises qui sont bien sûr en difficulté, certes moins que dans l'aéronautique, qui est très touchée, ou dans l'automobile, hein, c'est sûr. Mais ce qu'il faut, c'est plutôt avoir une vision positive telle que vous le décrivez, et qu'on ait suffisamment d'aide de l'État pour lancer des sujets intéressants, puisqu'on parle de la planète. Et si on parle de l'énergie, c'est développer le solaire, développer l'éolien. Et derrière, ça génère énormément de travail pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises, et où ils sont en attente finalement. Et je ne parlerai même pas de l'efficacité énergétique, où c'est un gros mot parfois, et il y a tellement de potentiel. Juste à titre d'exemple, dans l'efficacité énergétique, quand vous injectez 1 euro pour faire un diagnostic dans une entreprise, 1 euro, vous générez 12 euros de business aux alentours, parce que vous faites travailler des cabinets de recherche, de diagnostic, et vous faites travailler des petites entreprises. Donc j'ai une vision comme vous, positive, et il faut aller de l'avant. Bravo. Écoutez, oui, je suis d'accord avec vous et je pense que par exemple la question de la transition énergétique à travers la rénovation énergétique des bâtiments, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Vous avez tout à fait raison, tout ça crée de la richesse et ça nécessite là aussi du volontarisme parce que il appartient à l'État justement de jouer son rôle, c'est-à-dire d'impulser, c'est-à-dire de donner la direction et donc de faire en sorte que ensuite les entreprises puissent créer de la richesse. Mais le rôle entre les entreprises et l'État, il doit se définir de cette façon-là. C'est-à-dire que moi, j'en ai un peu assez des discours caricaturaux. On a d'un côté les libéraux qui disent « Oh là là, on est dans un pays communiste, l'État en fait trop, il faut se débarrasser de l'État ». Et de l'autre, des gens qui attendent tout de l'État en voyant les entreprises comme d'horribles choses avec des méchants capitalistes qui voudraient gagner beaucoup d'argent. Les choses ne sont pas comme ça. Le rôle de l'État est de définir une direction et de donner les moyens à tous ceux qui ont l'envie, qui ont le dynamisme, qui ont la créativité, de pouvoir justement libérer cette énergie. Mais l'État doit avoir une vision à long terme parce que c'est ça son rôle, une planification.
Alors, Natacha, il nous reste quelques secondes parce que derrière, on va parler de cidre. On va être en direct avec la maison cidricole de Normandie. Le cidre, mais il faut qu'il se vende, hein, c'est important. Bien sûr. Et vous l'aimez, le cidre, je le sais. Simplement, pour terminer, les points clés, les points forts, les points saillants du sommaire de Marianne demain. Alors, notre une, elle est sur les profiteurs, c'est-à-dire ceux, oui, parce que le coronavirus a bon dos. Il y a, je le disais, ceux dont il faut aider à déployer l'énergie, puis il y a ceux qui ont décidé de profiter de l'occasion, c'est-à-dire de pomper l'argent public pour abuser du chômage partiel, qui ont décidé de, par exemple, faire pression sur les salariés pour baisser les salaires. Or, il faut des négociations pour discuter travail, pour discuter temps de travail. Je pense que là encore, on doit être sur une discussion, une dynamique et pas sur une instrumentalisation. Il y a par exemple une entreprise, une multinationale qui a décidé de baisser encore le prix du lait parce que c'est la bonne occasion. Vous voyez, il y a des profiteurs, il y en a plein. Et ceux-là, ils mettent en danger l'ensemble de la reprise économique. Alors ça, c'est notre titre 1. On a aussi une enquête sur Dijon. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Dijon? C'est-à-dire la désertion de l'État face à des guerres ethniques qui sont en train de gangréner le pays. Et derrière ça, la question des trafics, parce que c'est ça le sujet principal. Et puis on a une enquête sur les néo-paysans, c'est-à-dire tous ces gens qui ont décidé de retourner à la terre, qui veulent se lancer. En fait, c'est pas du tout facile parce qu'ils n'anticipent pas le fait qu'il faut être propriétaire de sa terre, que la question des rachats de terre est essentielle. Enfin, on vous explique tout ça. Très bien, merci. Et puis un très bel ensemble sur Pasolini. Magnifique. Magnifique ensemble sur Pasolini. Voilà, tout ceci est à lire dans Marianne qui sort demain. Merci beaucoup, Natacha. Ouais. À Merci, bientôt. au revoir. Merci. On accueille sur le plateau Julien de Radio Horizon. Bonjour, mon cher Julien. Bonjour. L'homme qui est aux consoles de 10h à midi tous les jours. C'est ça, exactement. Bon, vous avez vu tout à l'heure, on a posé les questions des auditeurs à Alban Verbeek. Hein. Ouais, on avait des questions, plein de questions. Hein. Ça a inspiré nos auditeurs ce matin. Ouais. Bon, il y avait des questions sur les factures, sur les tarifs? Sur les factures de EDF. D'EDF. Ah oui, alors sur EDF, non, il n'y avait pas spécialement de questions. On leur a proposé surtout pour Madame Paturel, mais on a quand même quelques questions qui viennent. J'ai entendu Anthony Chantier, je suis épaté. Deux mots. C'est là mon moindre talent. Avant qu'on vous parle de cidre avec ceux qui le font, quelques mots sur la filière économique territoriale qui s'appelle Normandie Énergie, vous êtes le président, qui regroupe ces 250 entreprises. Combien d'emplois? En rappelant d'ailleurs que la Normandie est la première terre énergétique en France. Hein. D'Europe. Même d'Europe, de production, d'Europe. Ouais. Oui. C'est combien d'emplois, Normandie Énergie? Donc c'est à peu près, l'ensemble de la filière, c'est à peu près 36 000 emplois. C'est certainement une des filières les plus importantes. Donc il y a à la fois la pétrochimie, le gaz, les énergies renouvelables, le nucléaire. Donc on embrasse les trois types d'activités qui produisent de l'énergie. Et une quatrième qui est ce qu'on appelle les nouveaux usages. C'est comment est-ce qu'on utilise l'énergie à bon escient demain. Donc c'est l'autoconsommation, la mobilité, les réseaux intelligents. Donc on est au balbutiement de l'énergie, de comment on va l'utiliser demain. Et vous l'évoquez? Non, C'est la filière éolienne sur laquelle la région mise beaucoup aujourd'hui. On en parlait hors antenne avec ces usines qui doivent se construire maintenant. On en est là, c'est bien ça? Exactement. Ça va commencer, enfin du moins la construction. Alors moi, ils sont toujours très étonnés. Ils m'ont élu président de cette filière et c'est vrai que je parle nucléaire première langue à la base. Mais ma passion, c'est le solaire et l'hydrogène. Alors on va parler d'éoliennes. Mais l'éolienne, c'est très bien. Mais là où il y a vraiment des choses à faire, c'est d'abord dans le solaire, dans l'autoconsommation, parce qu'on peut en mettre énormément de partout. Et vous pouvez finalement installer des choses à la fois individuellement ou collectivement sur des supermarchés et avoir des systèmes qui vous baissent votre facture d'électricité notablement, avec des taux de retour sur investissement entre 10 et 15 ans. Donc c'est considérable. Après, quand on est sur de l'éolien, c'est plus complexe parce que c'est des gros investissements et le parc éolien de Fécamp dont on va parler, c'est 2 milliards d'euros d'investissement, donc c'est une belle installation. Et tous les recours sont épuisés? Alors, si on parle du parc pour le groupe EDF, donc il y a 2 parcs, il y a Sud-Fécamp et Sud-Courcelles. Les 2 recours sont épuisés enfin, après 8 ans, ça a été très long. Il faut savoir, pour construire des parcs dans d'autres pays scandinaves, ça se passe en 2 ans. Mais je pense qu'on va tirer les leçons et que pour les prochains parcs, ça ira beaucoup plus vite. Donc Courseulles-sur-Mer, on a eu les financements, déblocage des banques il y a ça 3 semaines, 2 milliards d'euros. Et je tiens à souligner aussi la région avec la Caisse d'épargne qui lance Kiwai.
C'est un système de fonds participatifs. Si jamais, comme citoyen, vous voulez mettre un peu d'argent, jusqu'à une certaine somme, vous pouvez participer au projet du parc éolien de Fécamp. Juste une dernière chose, mais comment vous expliquez qu'il y a une telle levée de bouclier autour de l'éolien vous parliez de 8 ans pour finaliser le dossier. Pourquoi en France, l'éolien pose toujours autant de problèmes ? On va dire qu'il y a 2 types d'éolien. Il y a l'éolien terrestre et l'éolien offshore. Vous savez, quand vous avez une pale qui fait 150 mètres de circonférence, mais qui est à 10 km, qui est à peine gros comme ça, je pense que c'est plutôt une énergie qui est peu visible et très utile. Après, quand vous avez une éolienne qui est juste en face de votre maison que vous venez de construire, c'est sûr que c'est un peu moins sexy. Et sur l'éolien offshore ? Et sur l'éolien offshore, c'est une très petite minorité de personnes. Et finalement, on prive pour un bien collectif pendant 8 ans énormément de monde. Donc je ne vais pas m'étendre sur les recours, mais on avait un système qui était très complexe juridiquement. Voilà. Je reviens juste très court sur la question je vous ai posée tout à l'heure, mais sur les usines sur lesquelles on mise beaucoup aujourd'hui au Havre et à Fécamp, rappeler que la construction de ces usines va démarrer bientôt, il me semble. Super court. Donc dès cet été, 150 personnes arrivent déjà pour commencer à construire le parc. On va lancer avec Siemens Gamesa donc les 2 usines, c'est à peu près 750 emplois qui sont créés. Donc une nouvelle filière française dans le domaine de la construction des nacelles, c'est les moteurs électriques qui sont suspendus, plus l'ensemble des pales. 750 emplois et à peu près 2000 emplois qui vont arriver progressivement pour construire le premier parc normand. Et dans 12 mois, Sud Courcelles. Donc ça y est, on est parti. Okay. Et ce qui était important, c'est qu'il y a un consensus avec les grands industriels pour avoir un seul fournisseur, Siemens Gamesa, pour lancer une vraie filière. Et ça rentrera en fonction quand ? Donc il faut 2 ans. Voilà, donc si on commence là 2020, 2022, 2023, ça devrait être bon. On y reviendra après. Voilà. Oui, on y revient tout à l'heure. Et 500 mégawatts. C'était la question que j'avais posée. On y reviendra tout à l'heure. On n'y reviendra plus. Et maintenant, on passe au cidre. Est-ce que vous buvez du cidre, Alban Verbeek ? C'est une de mes boissons préférées. Je déteste le vin, mais j'adore le cidre. Bon, eh bien écoutez, ça va faire plaisir à Arnaud Didier, qui est le directeur de la maison cidricole de Normandie. Bonjour, monsieur Didier. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Et également, nous aurons par téléphone seulement, on l'a par téléphone aussi, mais ça sera du téléphone seulement, François-Xavier Craquelin, qui est éleveur et qui est producteur de cidre également. C'est le Petit Clos, il est un petit peu au-dessus de Villequier, pas loin du dernier méandre de la Seine. Bonjour, monsieur Craquelin. Bonjour. Bonjour, on est ravis de vous accueillir également par téléphone. Alors, Arnaud Didier, on a beaucoup parlé du cidre pendant cette crise sanitaire. Il y a eu d'ailleurs des cris qui se sont envolés pour dire buvez du cidre, il faut déstocker, enfin des cris d'alarme même. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors effectivement, il faut savoir que la filière cidricole a été assez impactée pendant cette crise, puisque ça reste un produit de plaisir, mais pas forcément de première nécessité. Ça, c'est la première chose. Donc les gens pensaient à consommer les produits du quotidien, mais c'est aussi surtout que c'est une production qui a énormément de débouchés en hôtellerie, restauration, et en vente directe, donc très très liée au tourisme ou au déplacement des gens dans les exploitations. Donc tout ça mis bout à bout fait que nos producteurs ont quand même beaucoup souffert effectivement, et que voilà, c'est notre boisson emblématique normande. Il est, je dirais, de devoir de chacun de se prendre en main pour faire en sorte qu'elle perdure et qu'elle puisse continuer son activité. Alors pour autant, François-Xavier Craquelin qui est avec nous par téléphone, on avait fait un reportage sur lui au début de la crise sanitaire, lorsque nos micros et nos caméras étaient allés vers lui, il n'avait pas l'air plus inquiet que ça, il tendait le dos et puis il se disait on va passer le moment. François-Xavier Craquelin, vous êtes toujours dans cet état d'esprit ? On n'a pas le choix de toute façon. Alors moi je suis un producteur un peu atypique parce que j'ai plusieurs activités, mais quand j'entends Arnaud, je pense surtout aux producteurs qui ne font que du cidre, enfin cidre dérivé, dont l'activité unique repose sur cette clientèle. C'est plus compliqué pour nous qui avons d'autres dans notre art. La liaison, excusez-moi, la liaison est vraiment très 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 mauvaise. Je pense à celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être aussi qui n'ont que le son sur Radio Sensation. On va peut-être essayer d'améliorer la liaison. On se retourne à nouveau vers Arnaud Didier, directeur de la maison cidricole de Normandie. Quelles sont, monsieur Didier, les actions que vous avez pu mettre en place pour essayer d'améliorer la situation ? Alors il y a deux
il y a deux grands types d'actions. Il y a plutôt des actions, je dirais, d'aide qui, elles, sont plutôt menées au niveau national, puisque la filière cidricole est importante en Normandie. Hein. Nous sommes la première région cidricole de France, mais nous ne sommes pas les seuls. Donc au niveau national, il existe une organisation interprofessionnelle au niveau national qui, elle, a plutôt œuvré pour demander des aides auprès des cidriculteurs, des aides financières sur des reports ou des exonérations de charges, sur des mesures de chômage partiel, etc. Donc ça, sont des aides qui sont en cours d'étude par le gouvernement et qui sont assez communes avec d'autres secteurs d'activité. Par contre, nous, filière cidricole, on prend à notre main des actions un petit peu plus offensives, très tournées vers une campagne de communication pour faire en sorte que les consommateurs pensent plus qu'ils ne faisaient par le passé à nos boissons et à nos produits, puisque voilà, cette crise a aussi mis en lumière des nouveaux modes de consommation plus local. On recherche du local, on cherche à contribuer à la vie économique locale. Donc sous quelle forme cette campagne de communication? Qu'est-ce que ça va prendre? À quoi est-ce qu'il faut qu'on s'attende? On va avoir fleurir des panneaux publicitaires. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, exactement. Donc on a déjà eu une première vague de spots radio, de publicité en radio, qui va se continuer pendant l'été. Là, à partir de la semaine prochaine, des affiches vont pouvoir se voir dans nos villes, des affiches classiques et des affiches dynamiques. On va également avoir une grosse campagne de réseaux sociaux, de communication sur les réseaux sociaux, et puis on organise notre concours annuel pour faire un gros point de lumière. Le concours des cidres 2020. Oui. Il y aura un slogan peut-être fort aujourd'hui que vous pourriez mettre en avant? Ouais, le slogan c'est Cidrivore, nos boissons normandes, on les adore. Moi j'avais une question. Qu'est-ce qui fait la différence du cidre normand par rapport aux autres cidres et qui est si renommé finalement, ce cidre normand? Il est bon. Oui, il est bon. Mais pourquoi il est si bon? Si vous avez d'autres questions. Effectivement, le cidre normand est très bon. Plus sérieusement, pour répondre à la question, en fait, la Normandie a une particularité par rapport aux autres régions cidricoles. Les régions cidricoles ne sont pas très nombreuses non plus. Hein. Normandie, Bretagne, Pays de la Loire pour les plus importantes. Après, on a d'autres productions ailleurs. Mais ce qui fait vraiment la particularité de la Normandie, c'est la richesse et la diversité de ces terroirs. On a vraiment une palette de cidres très différents, bien plus que dans les autres régions. Alors, on a récupéré, si je puis dire, François-Xavier Craquelin, producteur de cidre. François-Xavier, vous nous écoutez, vous nous entendez, vous nous parlez? Oui, je vous entends. Voilà, donc effectivement, la question qu'on vous posait, c'est de savoir si cette espèce de finalement, de forme de confiance en l'avenir que vous aviez au début de la crise, vous ne sembliez pas plus alerté que ça, est-ce que ça s'est confirmé tout au long de la crise et puis jusqu'au déconfinement ou pas? Déjà, une lecture optimiste, donc je crois en l'avenir. Maintenant, c'est vrai que la situation actuellement est quand même un petit peu alarmante. On fait le point sur les 3 mois qui viennent de se passer. On attend de voir comment vont réagir, comment vont évoluer le milieu de la restauration en particulier, qui est une clientèle importante pour nous, et puis l'activité touristique qu'on attend de s'arrêter, quoi. Donc, il y a un questionnement. Maintenant, mon activité, j'ai plusieurs activités, donc plusieurs cordes à mon arc, mais je pense en particulier aux monoproducteurs, donc ceux dont l'activité unique est de produire du cidre, pour lesquels c'est encore plus alarmant. Voilà, ce qui n'est pas votre cas, puisque vous faites également, vous, du bœuf cidré. Hein. On a des cultures, on a du cidre, on a de la moutarde, on a plein d'activités. Vous êtes éleveur. Compléter, ouais. François-Xavier Craquelin, on va vous laisser parce que la liaison est vraiment mauvaise, mais nous saurons revenir vers vous quand il y aura à nouveau des actus qui concernent les activités qui sont les vôtres. Dernière question, Arnaud Didier, vous nous avez évoqué ce concours du cidre, des cidres 2020. En quelques mots pour finir, comment ça se passe ce concours, sur quelle époque et sur quelle modalité d'organisation? Alors, notre concours a lieu tous les ans, hein, c'est le plus grand concours de cidre de France. Donc,
qui concerne les cidres de Normandie. D'habitude, on le fait toujours à cette période-là, pour les premiers jours de l'été, et on le fait en une fois et en un seul lieu, qui change en Normandie. Cette année, les mesures sanitaires nous contraignent à réunir moins de monde. D'habitude, on a plutôt une centaine de dégustateurs. Là, on va en fait les réunir en 5 fois, 5 lieux. Donc, un jour par département normand. On commence lundi dans le Calvados pour terminer vendredi prochain en Seine-Maritime. Et on aura une vingtaine de dégustateurs à chaque fois. Mais une très belle édition du concours. On aura à déguster plus de 260 cidres poirés de Normandie différents. Donc, il y aura vraiment une belle édition et une belle lumière sur nos produits. Je voulais faire quand même un petit point rapide sur votre production, sur ce qui vous reste sur les bras. Est-ce que ce stock, qu'est-ce qu'il va devenir finalement s'il ne s'écoule pas ? Alors, il y a des stocks effectivement qui n'ont pas été commercialisés sur les 3 mois de la crise. On compte quand même en rattraper une partie. On compte vraiment sur notre campagne de communication pour que la période estivale en estompe une partie. Mais effectivement, ce qui n'est pas vendu n'est pas vendu. Et on va essayer de l'écouler petit à petit au fil des mois qui restent. Et puis, en mesure, je dirais, d'urgence de sauvetage, on va aussi certainement récolter moins de pommes à la campagne prochaine pour faire moins de stock sur la cuvée 2020. Merci beaucoup Arnaud Didier, directeur de la maison cidricole de Normandie. Merci et puis bon concours surtout. Merci beaucoup. Au revoir. On avait un petit point commun parce que c'est la première région de France finalement. Et le deuxième point commun, c'est que le cidre et l'électricité a été découverts en même temps, 600 ans avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un lien ? Je ne sais pas s'il y a un lien, mais finalement, c'est les gens qui se sont posés la question. L'électricité. Il y a peut-être une action de communication à imaginer, conjointe. Et le mot électricité vient de électron. Et donc, c'est Thalès, vous savez, le mathématicien, qui utilisait l'ambre jaune. Vous voyez, c'est cette pierre un peu jaune, l'ambre, qui est une pierre de résine. Quand il la frottait sur les tissus, il créait un champ magnétique. Et donc, quand il s'approchait d'une feuille ou d'un papier, et donc, il créait un mouvement. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait créé l'électricité. Merci pour ce rappel historique, Alban Verbeek. Pas mal, Merci, Jamie. Dans l'économie, il y a toujours ce secteur de l'événementiel qui a été mis à très, très, très rude épreuve. Les acteurs de l'événementiel, les professionnels de l'événementiel, ils se ressaisissent, ils essaient de réunir leurs forces vives. C'était avant-hier, ils ont imaginé un événement qui s'appelait le 16 à 16h16. Ils sont toujours là, il faudra compter sur eux, c'est le motif de leur communication. C'est un reportage de Martin Torrent, quelques images, et on se retrouve juste après avec encore des sujets à voir entre nous. Alors ici nous sommes dans le Moulin Rose à Bellebeuf et plus exactement sur la plage du Moulin Rose. On est là à l'initiative de 4 entreprises rouennaises qui ont souhaité rassembler un certain nombre de professionnels de l'événementiel. Parce que l'événementiel a beaucoup souffert de la période qui est en cours. On a été les premiers touchés et on n'a toujours pas vraiment repris parce qu'on manque un peu d'informations et de consignes claires sur ce qu'on a le droit de faire ou pas en termes de rassemblement. Donc on a souhaité se rassembler avec un certain nombre de prestataires. On est 35 entreprises aujourd'hui. Du coup on a regroupé les gens par secteur d'activité pour qu'ils puissent échanger entre eux sur ce qu'ils ont sur ce qu'ils rencontrent aujourd'hui comme problématique. Pourquoi 16h16 ? On devait se retrouver le 16 juin ici. On s'est dit on va se retrouver à 16h. Alors le 16 à 16h, le 16 à 16h16, ça fait 1 heure de rendez-vous sympa. Vous avez notre ami le léopard qui parfois ressemble à un lion, c'est un peu les deux du drapeau normand. C'est un clin d'œil aussi à la force et la puissance, juste pour dire qu'on est toujours debout et toujours là dans le secteur de l'événementiel. On va pouvoir commencer à reprendre les événements en petit comité, la preuve, on est là pour ça aujourd'hui, c'est pour montrer aussi à nos clients qu'on peut refaire des événements en respectant les gestes barrières et en étant dans les clous. L'idée c'est vraiment de dire aux gens vous pouvez commencer à refaire des choses conviviales. En fait on a tous les mêmes problématiques, on a tous des questionnements sur cette situation, qu'elle soit économique, qu'elle soit législative. Donc on a besoin d'échanger entre nous, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre métier. Et puis quelque part aussi de se rassurer de ce qui nous arrive pour se dire on n'est pas non plus un cas isolé face à ce qui est en train de se passer actuellement. C'est compliqué pour que ça reparte. Donc on s'est dit déjà on va se retrouver entre professionnels, montrer par l'exemple qu'on peut à nouveau se réunir en petit comité, que les choses sont possibles et puis montrer surtout qu'on est encore tous debout et qu'on est tous super prêts. On attend que ça, c'est de travailler, retrouver nos clients, retrouver nos équipes, retrouver le terrain.
Des images de Martin Torrent, Alban Verbeek, directeur régional EDF Normandie. Est-ce que pendant toute cette période, vous, en tant qu'entreprise, vous avez coupé l'événementiel aussi? Est-ce que vous aviez des événements qui étaient prévus, que ce soit internes ou externes, que vous avez dû annuler? Oui, forcément de grands événements, puisqu'on voulait lancer par exemple le parc éolien offshore de Fécamp. Et donc ça sera le 20 octobre, on l'a décalé. Et on voulait aussi faire un grand événement sur la formation, les compétences, avec le cluster Dieppe Méca Énergie autour de Dieppe, sur les emplois, qui aura lieu au mois de septembre, pareil le 24, qui a été décalé, puisque forcément on s'adapte. Et donc ces deux événements sont très intéressants pour les jeunes, puisque ça sera l'occasion aussi de créer de nouveaux emplois, de nouveaux métiers dans le domaine de l'énergie. J'en profite juste, parce qu'on parle d'événementiel, ça arrive l'événementiel. Demain, il y aura une manifestation des maîtres d'hôtel, tous ces salariés de l'événementiel, finalement assez invisibles, qui aujourd'hui se mobilisent depuis quelques temps parce qu'ils n'ont plus de boulot depuis avec toutes les annulations, et ils essaient malgré tout de se mobiliser. Et puis je les salue parce que voilà, petite parenthèse, mais ce matin, et pour remercier Paris Normandie de la couverture médiatique qu'on a pu leur attribuer, l'un d'entre eux était sur ce plateau il y a quelques jours, je crois. Voilà, ils nous ont offert un petit déjeuner, et voilà. Donc je les salue, les maîtres d'hôtel, et puis voilà, on les soutient aussi. Voilà. Et puis vous pourrez retrouver, page 10 de Paris Normandie d'aujourd'hui, l'article de Pacom Bastien sur justement cet événement qu'ont organisé les professionnels de l'événementiel il y a 2 jours. Je voulais quand même revenir sur ce que vous disiez, vous avez décalé les événements. Est-ce que, donc ces événements, ils auront lieu, mais est-ce que dans la filière Normandie Énergie, vous savez si vous allez vous relancer au niveau de la communication notamment? Ça fait partie des choses des questions qui se posent. Est-ce que les budgets sont amputés, ou est-ce que la communication, comme par exemple pour la filière CID, va être importante dans les prochaines semaines? Oui, c'est important ce que dit Anthony, parce qu'on avait le patron de la Com France de BPI France qui nous disait une grosse bêtise que font les entreprises en période de crise, c'est de tout de suite fermer le robinet à la communication. Alors, je vais me prononcer plutôt pour EDF, parce que je ne vais pas parler au nom de l'ensemble des 250 entreprises, c'est un peu difficile. Nous, ce qui est important sur la filière Normandie Énergie, c'est de relancer justement toute la communication, les grands événements, pour donner un appel d'air et de créer ce qu'on appelle des B2B, des échanges de business avec l'ensemble des entreprises, tous domaines. Donc là, on va avoir un calendrier très très chargé dès septembre pour lancer le business. Et pour la partie groupe EDF... C'est une grosse entreprise avec une notion de service public. L'objectif, c'est d'aider les entreprises régionales. Ok, et merci de cette réponse, Alban Verbeek. Et puis, il est l'heure maintenant de quitter nos auditeurs sur Radio Sensation qui nous suivent tous les jours du lundi au vendredi entre 12h et 13h en direct. On leur dit au revoir et on leur donne rendez-vous à demain, même heure, midi. On continue maintenant sur les supports numériques de Paris Normandie. Vous voyez, c'est du multimédia. Julien qui est toujours là d'ailleurs pour Radio Horizon, radio également partenaire. On va terminer ce 12-13 en direct avec un sujet. Ça nous ramène finalement au lancement de l'émission où on parlait de ce succès de David Gallienne, le chef du Jardin des Plumes avec Giverny. On est avec Gaël Lapeyre, on est à Caudebec, les Elbeuf. Gaël Lapeyre me fait plaisir parce qu'on n'est pas devant une bibliothèque mais devant une DVD-thèque. Ah oui, bonjour. Mais oui, parce que c'est toujours la plaisanterie pendant tout le confinement et les liaisons en visioconférence, il y a toujours la bibliothèque derrière l'intervenant. Et là, effectivement, bravo, ce sont des disques. Bonjour, donc Gaël Lapeyre, Caudebec-les-Elbeuf. On parle de ce salon, le salon à table que vous organisez dimanche 20 septembre à l'espace Bourville. Salon gratuit, ouvert à tous, avec un invité d'honneur. Exactement, donc notre invité d'honneur sera le chef David Gallienne. C'est une grande joie, un grand honneur qu'il fait à la ville de venir, d'être présent parmi nous le 20 septembre, et on le remercie infiniment parce qu'on imagine aussi combien déjà il était fortement sollicité et combien les sollicitations vont prendre de l'avant avec ce qui s'est passé hier soir. Et quelle finale hier! Et quelle finale, oui. Moi je l'ai regardé, c'est vrai, c'était passionnant. Toujours pas. Pardon? Je crois que personne ne l'avait vu ici tout à l'heure quand on en a parlé. J'ai regardé. Juste pour rentrer un peu dans les coulisses de votre organisation, nous on a quelquefois un peu du mal à l'avoir parce qu'il est tellement, vous l'avez dit, sollicité par les médias, mais il sera avec nous demain en direct, David Gallienne. Comment vous avez fait, vous? Ça a été facile de l'avoir pour ce salon?
Alors, en fait, tout vient en début d'année. Nous avons repéré avec l'équipe du service culture un article dans Paris Normandie en fait qui annonçait le fait que le chef David Gallienne allait participer à cette émission. C'était un article aussi qui précisait qu'il venait de reprendre en fait le fond du restaurant Le Jardin des Plumes à Giverny. À partir de là, il y a eu des premières approches faites par le service culture, que je salue aussi parce qu'ils ont fait beaucoup de travail. Je salue Madame Black, Madame Alix et toute l'équipe d'avoir mené en fait ce travail de patience, d'approche, et puis qui a donné en fait ce résultat, et le chef a accepté. Nous sommes vraiment, vraiment très heureux de cela. Merci encore à lui. Est-ce qu'il s'agit du premier événement à Caudebec-les-Elbeuf post-confinement non annulable? Oui, alors j'espère que voilà, on continuera, que l'événement aura lieu. De toute façon, ça se passera dans les meilleures conditions sanitaires qui soient. Les équipes seront sur le pont pour assurer tout ça. Effectivement, on a vécu, comme bon nombre, des annulations, malheureusement, notamment une fête de la ville qui est toujours très attendue et que nous n'avons pas pu faire, qui se décalera à 2021, et effectivement ce salon à table, ça marquera le retour en fait de ces animations dans la ville. On espère aussi que d'autres précédemment pourront se tenir, mais cet événement à table sera un grand moment de partage fédérateur en fait. Pour nous, nous sommes vraiment heureux. Ça s'inscrit en plus pour nous dans le 30e anniversaire de l'espace culturel qui invite en fait cet événement. Donc on est très heureux de tout ça. Il y a une belle symbolique en plus. Quelques mots sur qu'est-ce qui se passe pendant ce salon précisément. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, c'est le 10e en fait qui s'annonce pour la ville de Caudebec-les-Elbeuf. Donc toute une journée autour d'un invité d'honneur. L'année dernière, nous avions eu Florian Barbaro qui était passé aussi par la même émission sur M6, mais qui n'avait pas eu forcément le même parcours. D'ailleurs, des démonstrations, des choses comme ça, des démonstrations de cuisine, c'est ça? Démonstrations, démonstrations, ateliers. On a beaucoup d'ateliers, ce sont des choses qui plaisent énormément, donc les gens peuvent s'inscrire et participer à des choses très concrètes comme la découpe de fruits, de légumes, voilà, des choses qui... C'est en ce moment les inscriptions? Personnes peuvent mettre en pratique, exactement. En ce moment on peut s'inscrire pour participer à des ateliers? Exactement. Ok. En amont, parce que les ateliers sont limités en nombre de personnes. Beaucoup de démonstrations. Il y a la présence aussi du CFA Normandie qui est présent pour faire toutes ces démonstrations. Et puis la présence aussi d'artisans, de producteurs qui vendent aussi leurs produits. Donc c'est un très bel événement et qui est toujours très apprécié. On a toujours à peu près 1 millier de personnes qui viennent sur cet événement. Est-ce qu'il y a une thématique particulière sur cet événement, justement? Là, pas forcément. Alors, il y a toujours quand même l'idée, ces derniers temps, ces dernières années, d'ouvrir une porte sur ce qui est peut-être l'éco-cuisine, l'anti-gaspillage. C'est un point quand même fort de ces derniers salons. Pour le mois de septembre, par exemple, on aura aussi la présence d'un collectif qui s'appelle les Sauvageonnes, que j'aime tout particulièrement, qui travaille tout ce qui est herboristerie. J'ai souvenir d'avoir goûté avec elle un pesto de capucine d'anthologie. Donc voilà, c'est vraiment un thème qu'on va... qui revient d'année en année et qui, on voit, sensibilise et demandé aussi beaucoup par le public. Gaël Lapère, je reviens sur un article qui est paru aujourd'hui dans les colonnes de Paris-Normandie, on est en folio 23, un article qui s'appelle « Trop de femmes autour du maire ». Ça revient sur une situation un peu étonnante à Caudebec-les-Elbeuf où l'élection des adjoints a été annulée par décision préfectorale. Vous êtes vous-même adjointe et cette décision, elle fait suite à la présence d'un trop grand nombre de femmes, vraisemblablement, en tant qu'adjoint au maire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette polémique, et est-ce que vous allez conserver votre statut d'adjointe? Alors, oui, ça ne change rien par rapport à ces statuts.
Juste cette décision fait en sorte que voilà, l'alternance des sexes manifestement n'ayant pas été mise en place, il faudra du coup remettre en place la même équipe. Ça ne change absolument rien, mais avec cette alternance en fait qui est dans cette loi qui est passée en fin d'année dernière. Donc les compétences sont là, ne changent pas, les énergies sont toujours là. Malheureusement, la symbolique peut-être est dommageable. Donc voilà, il faut encore continuer à porter, à se battre encore maintenant pour essayer de dire que toutes et tous, nous avons nos compétences et nos places à valoriser. C'est dommage, mais Alban, voilà. C'est ainsi. Verbeek, le mot de la fin avec Gaël Lapère? Non, mais c'est vrai que c'est assez surprenant comme décision parce qu'il y aurait beaucoup de collectifs qui sont majoritaires hommes qu'il faudrait revoir. Bon, moi, j'ai la chance, c'est qu'à Normandie Énergie, je suis entouré de 10 personnes hyper compétentes, ce sont tous des femmes. Donc ça pose pas de problème d'avoir des collectifs soit mixtes ou pas mixtes. Il va falloir que ça remette des hommes, s'il vous plaît. Le prochain un peu d'homme, Alban Verbeek. Parce que c'est que cette discrimination. On va peut-être pas trop la ramener sur le plateau parce que je vois pas beaucoup de femmes. Hein, donc. Voilà, autrement, s'il y avait deux choses à dire, j'ai plaisir à vous inviter pour le 20 novembre pour le grand événement du parc éolien. Attendez, donc on va peut-être dire au revoir à notre invité. Merci Gaël Lapère. Et puis Gaël Lapère, merci beaucoup d'être intervenu pour nous parler dimanche de 20 septembre. Ce salon à table qui est dimanche 20 septembre à l'espace Bourville de Caudebec, les Elbeuf. Salon gratuit et ouvert à tous. Salon gratuit, venez nombreuses et nombreux, on vous attend. Et donc Thomas veut s'inscrire pour Merci à vous, au revoir. Non, mais en fait, il va falloir choisir, parce que soit on va à Caudebec, soit on va à l'inauguration de... C'est pas la même date. J'avais compris 20 septembre. Ouais, moi c'est le 20 octobre. Octobre, pardon. Alors, il y a quoi le 20 J'espère que je ne suis pas embrouillé. J'ai pas le retour. Donc alors, on redit c'est l'instant promo. Ouais, c'est l'instant promo. Bon, donc, il y avait deux choses importantes pour moi. D'abord, c'était de remercier l'ensemble des collaborateurs du groupe parce qu'ils ont été présents pendant toute la crise. Ça n'a pas été facile pour être disponible. Et puis le deuxième événement très fort, c'est le 20 octobre où on lance le projet du parc éolien offshore. Donc il y aura à peu près 300, 400, voire 500 personnes présentes avec bien sûr le président de région, le président d'EDF pour lancer le premier parc normand. Avec deux temps forts, le business le matin et l'après-midi, on ira au chantier école de Fécamp pour voir comment est-ce que demain, on aura besoin de nouvelles compétences pour cette nouvelle filière. Donc c'est intéressant. Merci beaucoup Alban Verbeek, directeur régional EDF Normandie, d'avoir passé un peu plus d'une heure avec nous. Merci à vous et merci à toute l'équipe. Voilà, ce qui nous a permis de prendre le temps d'évoquer tous les sujets qui vous concernent et qui concernent EDF Normandie. Demain, chers amis, eh bien, on l'a dit, on ne va pas le répéter, mais si, allez, je le répète encore une fois, on aura bien sûr le chef David Gallienne, il sera avec nous. Et puis, plus sérieux, mais pas forcément moins important, mais plus sérieux, nous serons en direct de Chine. On sera en direct de Shanghai pour voir de là-bas comment on ressent les informations qui nous arrivent avec ces clusters qui apparaissent, ce reconfinement qui peut paraître un peu inquiétant. C'est demain, on parlait avec la Chine en direct. Foyers de contamination. Oui, les foyers de contamination. Merci beaucoup à toutes et tous. Bon après-midi. Merci à pour demain, l'invitation. même plateau, même heure. Merci.